Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. Septembre 1996, Marseille. Jean-François Barbieri, commandant de police, se lance sur la piste d'Antoine Cossu, une figure du grand banditisme dans la région. Mais en remontant le fil des écoutes téléphoniques, il se retrouve face à un réseau beaucoup plus étendu qu'il ne l'imaginait. Récit de l'affaire Topaz, cas d'école d'un banditisme à l'ancienne, au relent de French Connection. Vous écoutez Une enquête dans la peau, l'affaire Topaz. Première partie. Je m'appelle Jean-François Barbieri, j'ai 61 ans, je suis commandant de police à la retraite. Comme je le rêvais depuis gamin, j'ai mis les menottes à des marchands de mort. J'ai travaillé sur de grosses affaires de stupéfiants à Marseille, des tonnes de cocaïne, de cannabis, d'héroïne. Mais l'enquête qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire Topaz. À la fin des années 90, j'ai suivi à la trace le gratin du grand banditisme français. Des gangsters à l'ancienne qui se croyaient intouchables. Les rois du milieu marseillais. C'est cette affaire que j'ai décidé de vous raconter. L'idée d'être policier m'est venue, j'en ai parlé à mes parents au moment de l'orientation en sortie classe de 3e. Ils ont trouvé ça un peu bizarre parce que personne dans la famille n'était dans ce type de profession. Je leur ai dit, voilà, je veux être policier, je veux arrêter des bandits. Et ça les a surpris. Mais bon, pourquoi pas, ils m'ont pas freiné du tout. Et puis après, ça a suivi son cours. C'était un travail d'équipe et ce travail d'investigation, un peu de chat à la souris. Donc j'ai pris goût à Paris. Et après, une fois que c'était lancé. Alors j'arrive à Marseille fin 1987. C'est une ville qui m'a tout de suite plu. Et je ne me suis pas figé aux a priori parisiens, on va dire. Mon premier souvenir à Marseille, c'est un premier repas pris place de l'Anche, quartier du Panier, en face Notre-Dame de la Garde, début décembre 87. Il fait un temps superbe. On se retrouve là avec quelques nouveaux. C'est une autre vie qui démarre. La brigade des Stupes de Marseille, c'était aussi un peu comme un rêve. C'était un service qui avait une vingtaine d'années d'existence, qui a été créé au moment de la grande époque de la French Connection, donc début des années 70, les réseaux de trafiquants corso-marseillais et qui dirigeaient des laboratoires de transformation d'héroïne sur la région marseillaise, une héroïne qui était envoyée aux États-Unis, où à l'époque se situait le principal marché de consommateurs. J'avais le sentiment d'arriver dans un service qui vraiment s'attaquait au plus gros. Et ça me plaisait. Jean-François Barbieri se lance sur la piste de Tony Languille. Nous sommes fin septembre 1996, donc ça fait déjà quelques années que je suis dans le service et dans le groupe international. Vient une information au chef de brigade que la BRI de Nice, qui travaille sur d'autres dossiers, a obtenu une conversation téléphonique enregistrée de façon tout à fait légale sur deux individus, l'un se trouvant sur la région de Nice, qui appelle d'une cabine téléphonique et qui appelle le Venezuela. Et le ton de la conversation, avec des gens qui parlent à domino, on sent qu'il y a des business là-dedans. Et bon, le Venezuela, c'est à côté de la Colombie. On sait qu'en gros, le business, ça doit tourner autour de la cam et de la cocaïne, qui est le principal produit qui vient de ces pays-là. Dès le départ, chose très importante, la personne qui est au Venezuela à ce moment-là est tout de suite reconnue par un enquêteur à la voix comme étant Antoine Cossu. Et Antoine Cossu, à l'époque, c'est une figure du grand banditisme méridional, surnommé Tony Languille.
Langui, pourquoi ? Parce que c'est le roi de l'évasion. Il serait classé parmi les 3 premiers individus qui marqueraient ce milieu du grand banditisme. Maître Frédéric Monneret, avocat d'Antoine Cossu. C'est, dans le jargon policier, ce que l'on appelle communément un beau mec. Alors, un beau mec, c'est quelqu'un qui, effectivement, a du charisme. C'est aussi quelqu'un qui, de par son intelligence, est capable de concevoir des coups qui constituent ce que l'on appelle aussi, dans le jargon policier, de belles affaires. Tony Langui, à l'époque, il a une 50aine d'années. C'est le beau-frère du Belge. Le Belge, c'est Francis Van Berberg, qui, à une époque, était présenté comme le parrain ou l'un des parrains marseillais. Alors, le Belge Francis Van Berberg, à ce moment-là, n'est plus sur Marseille, il est sur Paris. Et on comprend que c'est peut-être Tony Langui qui dirige ses affaires sur le Sud. On sait que c'est du gros gibier. On sait que dans le passé, ce type de gros gibier a toujours eu quelques accointances dans les services de police. Ils essayent de corrompre des policiers pour obtenir des informations, pour se protéger eux-mêmes. Antoine Cossu, à cette époque-là, c'est quelqu'un que la police judiciaire de Marseille a déjà beaucoup travaillé. Éric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille. Avec plusieurs de ses acolytes, ils sont fort nombreux, et sur lesquels, plus ou moins, on s'est grosso modo cassé les dents. Et donc on a fait un choix qui a été absolument, je dirais, crucial, c'est de cloisonner notre dossier, le confier à un groupe d'enquête de la brigade des stupéfiants, et de faire en sorte que le dossier que nous allions mener, on espère au long cours, ne soit connu par personne. Ce dossier qui est en démarrage, très rapidement, comme on sent que ça va être important et qu'il faut travailler avec une extrême discrétion, il est décidé de lui donner un nom. Et ce nom sera Topaz. C'est assez neutre. Voilà, donc c'est un peu un hasard, ce nom. Pour démanteler le réseau, le groupe d'enquête de l'affaire Topaz met les suspects sur écoute. Les voyous ont toujours utilisé les cabines téléphoniques parce que c'est anonyme, plutôt qu'un téléphone fixe dans un domicile. Et c'est très lourd à gérer pour nous parce que des cabines dans des villes, il y en a partout à l'époque. Et c'est très compliqué. Branchement, ça veut dire qu'on demande une autorisation au juge. Ce sont des branchements officiels pour qu'on puisse utiliser les conversations qui seront enregistrées. Donc, tout un tas de paperasse. Il faut relever les cassettes quasiment tous les jours, les écouter, retranscrire quand c'est intéressant. Et si c'est très intéressant, ça veut dire retranscrire mot à mot. Donc, c'est un travail énorme. On utilise une technique qui est assez originale et qui, à l'époque, n'était pas du tout connue des voyous. Ça s'appelle le système des surveillances par les lignes CIA, Centre international d'appel. Rien à voir avec les Américains, bien sûr. Techniquement, c'est que France Télécom nous permet de brancher un numéro étranger à partir d'un relais régional où toutes les communications qui vont vers le numéro à l'étranger passent. Donc ça nous permet, en branchant au niveau du relais, d'avoir tout ce qui part de toutes les cabines de toute une région, par exemple, ou des numéros fixes de toute une région, ou même des téléphones portables de toute une région si ça passe par ce relais. Pour nous, c'est un avantage énorme. Les voyous, n'étant pas au courant de cette possibilité technique qui nous est offerte, continuent à parler relativement librement à partir du moment où ils sont à peu près sûrs d'être dans une cabine au fin fond d'une campagne. Ils ont vérifié qu'ils n'étaient pas suivis. Ils ont peut-être fait parfois même 50 km pour aller passer un coup de fil. Mais ils parlent relativement librement. Et nous, la conversation, on l'a. C'est fantastique pour nous. Les voyous ont toujours dans l'optique ou dans l'idée qu'ils peuvent être surveillés. Donc, en gros, quasiment tous les 2 mois, voire même dans des délais plus courts, changeaient leur numéro. Et une fois qu'on n'avait plus le numéro, la ligne tournait plus, c'était plus la peine de la brancher. Pour retrouver les numéros, il fallait qu'on retrouve des numéros à partir de certaines cabines que parfois les voyous avaient l'habitude d'utiliser. Alors il y avait des cabines à Toulon, il y avait des cabines du côté d'Antibes, Nice, il y en avait d'autres sur Marseille. Tous les jours, un groupe de 5 ou 6, on avait notre lot de bandes à écouter, c'était très fastidieux. Alors parfois on trouvait rien, parfois on arrivait à retrouver une conversation qui effectivement était passée en Espagne sur un nouveau numéro, avec des voix qu'on commençait à connaître. Et ce n'est que petit à petit
en faisant des recoupements de conversations où parfois les voyous font un peu des erreurs. C'est-à-dire ils vont téléphoner pour leur affaire en Espagne et juste avant, ils ont appelé leur petite amie, leur maîtresse. Et donc on a la même voix qui appelle un numéro fixe en France. On identifie le numéro et par là, avec des recherches, on est arrivé à remonter sur certaines personnes et petit à petit les identifier. Et cette méthode de travail nous permet d'identifier Jean-Claude Kella. C'est une figure au moins aussi importante que Cossu, mais lui, avec des antécédents purement trafic international de stupes. Avec l'identification de Jean-Claude Kella, les enquêteurs suspectent le retour de la French Connection. Jean-Claude Kella est assurément un des principaux trafiquants français déjà bien connus, qui était tombé 10 ans auparavant dans un trafic d'héroïne avec Francis le Belge, Francis van der Berg. Et c'est au niveau de la notoriété en France, peut-être certainement celui qui est le meilleur ambassadeur ou le meilleur connaisseur en lien avec des trafics, je dirais avec des cartels colombiens, voire mexicains. C'est un personnage haut en couleur. En plus, il a un accent très très marqué, une voix relativement éraillée. Il bégaye un peu quand il s'énerve. Il était assez rigolo à écouter. Le fait d'identifier parmi ces premiers personnages du dossier des beaux mecs comme ça, comme Cossu qui est là, moi ça ne peut que me motiver à travailler sur ce dossier-là. Bon, je ne travaille pas que sur celui-là, mais vraiment celui-là, ça devient un dossier déjà qui commence à être à part. Nous sommes le 31 décembre 1996. D'après les écoutes téléphoniques, on comprend qu'il y a un rendez-vous qui va avoir lieu entre Kella et un de ses interlocuteurs pour un rendez-vous d'affaires, entre guillemets. C'est vrai qu'il était opportun de le voir un peu à l'œuvre, être sûr que c'était bien lui qu'on avait identifié, et que ce rendez-vous va avoir lieu, on comprend, dans un centre commercial à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Toulon. Et il est 18h, on sait que le centre va être bondé, les gens font leur course de fin d'année, et nous voilà partis à deux sur ce centre commercial. Et là, dans la galerie marchande, un monde comme ça, et on a un vague signalement, une vieille photo de Jean-Claude Kella. On sait qu'il marche d'une certaine façon, il boite pas spécialement, mais il a une façon de déambuler. On sait qu'il va rencontrer quelqu'un de plus jeune d'origine arabe. Voilà, on part avec ça, rien d'autre. C'est vrai que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'a pas de radio portable, on n'a pas de téléphone portable. On reste à vue l'un de l'autre et puis on se regarde. Un tel, ça te dit quelque chose. Et on croise deux gars. Donc un qui pouvait ressembler à Kella, mais bien plus âgé. La photo qu'on avait était ancienne. L'autre qui était un gars plus jeune, d'origine arabe, ce qui correspondait aux infos qu'on avait sur les écoutes téléphoniques. Qu'au début, on n'y croit pas. On n'y croit pas, bon, on va les suivre jusqu'à la voiture. Et c'est uniquement à l'identification du véhicule qu'on a la certitude que c'est eux. Voilà, c'est le top. Bon, c'est le top, on est sûr, on l'a vu au rendez-vous. Ça corrobore bien les informations que nous avons sur les écoutes téléphoniques, ce qui veut bien dire que les écoutes téléphoniques, on n'a pas branché n'importe qui. Ça augure une bonne année 97 qui va arriver, mais on est loin du compte. Mais les enquêteurs se heurtent à un obstacle conséquent. Les suspects communiquent en langage codé. Ces individus qui ont toujours dans l'esprit d'être éventuellement faire l'objet de surveillance de la police. Ils changent fréquemment de téléphone. Quand ils se donnent le nouveau numéro de téléphone qu'ils vont utiliser, on s'est aperçu qu'ils le donnent, alors ce qu'ils appellent à l'époque, en indien. Donc ils se le donnent codé. Un codage qui au début qu'on ne connaît pas. Écoute téléphonique d'une conversation entre Antoine Cossu et un complice surnommé l'Inquiet. Ben j'ai appelé, ça répond pas ce numéro. Alors j'ai un crayon maintenant. Alors vas-y, je te donne l'autre. L'autre, là, 19 49 93 27.
Normal ou en indien? Ouais, c'est une comme la mienne. En indien le premier? Le premier, ouais. En indien? Ouais, bien sûr. Ah non, parce que moi je l'ai fait direct, comme ça. C'est pour ça. Non. Le premier est en indien, je te le redonne en indien. Je l'ai en tête. 88, 44, 54, 23. Ah bon, je suis pas fada? La première réaction, c'est d'en rire. Bon, après, pour nous, c'est une nouvelle énigme. On a eu la chance, de temps en temps, qu'ils commettent des petites erreurs et qu'ils nous donnent un tout petit peu un détail sur du parti du codage. Et nous, en réfléchissant, en faisant des recoupements par rapport à des numéros qu'on retrouve sur des facturations détaillées, ceci, cela, petit à petit, on a réussi à découvrir ce codage. Donc, mais on a mis 6 mois. Ce codage, il est assez simple, c'est en pyramide en inverse, c'est-à-dire 1 égale 0, 2 égale 9, 3 égale 8, 4 égale 7. Bon, c'est assez simple, mais fallait-il encore le deviner. Et à partir de fin juin, alors là, on va dire petite révolution, à partir du moment où on a le codage, dès qu'il se donne les nouveaux numéros, on les décode dans la minute, et on fait rebrancher tout de suite le nouveau numéro. Et là, ça va nous permettre pendant 8 ou 9 mois de suivre quasiment journellement toutes les activités de cette équipe criminelle. Alors là, c'est fantastique parce que là, on a un suivi complet et on ne perd quasiment plus rien. Dans les conversations qu'on réussit à obtenir, au fur et à mesure, déjà, les intervenants ne sont pas tous identifiés. Alors, ils se présentent avec des surnoms. Il y a Yeux Bleus qui est là, mais lui, il est identifié. Il y a Pello, ou Alain Delon, c'était le même, on s'est aperçu que c'était le même, Alain Delon, Pello. Il y a Vélo, Petit Vélo, il y a Lucky Luke, il y a Le Raz, il y a l'Inquiet, il y a les Tontons, Le Gros, Jambes de Laine, machin. Enfin, des fois, certaines personnes ont plusieurs surnoms, et qui sont employés par différentes personnes. C'est très varié, très imagé, très rigolo parfois. On va identifier plusieurs personnages qui sont très proches d'Antoine Cossu. Antoine Cossu, à ce moment-là, est en Espagne. Il est dans la région de Valence. Il se fait appeler Tonton. En fait, on a les tontons, une expression qui revient souvent. On comprend que les tontons, en fait, ce sont les deux chefs. Antoine Cossu, et à ses côtés, Gandeboeuf, qui est un gros voyou lyonnais du même âge, et qui sont tous les deux ensemble basés sur l'Espagne. Vous avez Jean-Claude Kella, qui est, on va dire, l'ambassadeur et celui qui a le carnet d'adresse ou l'apporteur d'affaires, parce que c'est lui qui connaît les trafiquants sud-américains. Et autour de ça s'agglomèrent des gens qui sont des affidés d'Antoine Cossu, une organisation toulonnaise qui tourne autour des deux frères Perletto, Franck et Pascal, d'autres individus de la région lyonnaise. Tous ces gars sont des têtes de pont du grand banditisme national de l'époque. Le plus drôle, c'est même pas uniquement les surnoms, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'également, dans leur conversation, comme ils ne citent jamais la marchandise dont ils font le commerce, ils parlent à demi-mot, ils emploient des trucs, le machin, du bidule, et alors là, on comprend quasiment rien parfois. Et même eux, parfois, ne se comprennent pas. Parce qu'ils veulent tellement être discrets qu'ils se mélangent les pédales. Alors, c'est pas plus mal pour nous, parce que quand ils se comprennent pas, au bout d'un moment, ils lâchent quand même quelque chose pour attraper la conversation. Alors on va comprendre plein de choses. Alors plein de choses, d'abord plusieurs trafics de stupéfiants, trafics internationaux. On va dire il y avait le trafic routinier de base, sur lequel à la limite ils étaient un peu plus bavards, ils étaient un petit peu moins prudents dans les conversations. Le noir, le chocolat, le trafic de résine de cannabis. Ça on va dire c'était du pain quotidien entre le Maroc, l'Espagne, la France et certains pays d'Europe. Vous voyez très bien qu'ils faisaient aussi du trafic pour les Pays-Bas et l'Angleterre. Et surtout apparaissaient des trafics plus lointains, donc des trafics sud-américains. Donc en fait, c'est une organisation assez complète. On ne peut pas dire que c'est une mafia au sens italien du terme, des mafias siciliennes, napolitaines, parce que c'est pas une organisation aussi rigide. Mais c'est quand même un groupe d'organisations criminelles qui touche un peu à tout et principalement aux divers trafics de stupéfiants. Alors, ce système de codage là qu'on avait trouvé donc fin juin 97, il utilise un certain temps, mais il se trouve qu'il y a eu des fuites
dans nos services, comme on pouvait s'y attendre, et là c'est arrivé au bout de quelques mois, ils décident de changer le codage de leur numéro. Ils disent sur les écoutes qu'ils ont changé le code et que maintenant c'est plus le code en indien, c'est le code en boisson. Ils ont pris un mot qui a 10 lettres différentes, et puis chaque lettre correspond à un chiffre de 0 jusqu'à 9, tout simplement. Mais il fallait trouver quel était le mot. Mais ils font des erreurs. Et c'est là que c'est intéressant pour nous, c'est que c'est même quasiment Cossu qui fait les plus grosses erreurs. Il comprend pas le nouveau code, il se trompe. Donc comme il se trompe au téléphone, mais il nous dévoile la moitié du codage. Donc nous, bien sûr, on note ce qu'il nous dit, et après, on essaye d'imaginer. Et je me souviens très bien, à midi, je rentre chez moi déjeuner, ça m'arrivait de rentrer le midi. Sur le coin de table, j'ai griffonné les chiffres, et puis j'ai imaginé le mot 80. 80, alors pas le chiffre 80, mais 4, et le mot 20 ensuite, le vin, la boisson. Et ça collait, ça semblait coller. Effectivement, je pense avoir trouvé. Je suis quasiment persuadé, mais bon, j'ai pu faire une erreur, je sais pas. Alors je soumets à mes collègues, et ils sont sceptiques. Et puis bon, dès les jours suivants, quand on rebranche les nouveaux numéros avec le décodage, le nouveau décodage, c'est le pompon, ça fonctionne. Quand on est sur ce type de dossier, ça prend, j'irais presque nuit et jour. On ne pense qu'à ça, on ne discute que de ça. Alors pour des gens qui nous fréquentent, ça peut paraître un peu idiot, obsessionnel. Je veux dire, au niveau de la famille, tu peux pas penser à autre chose. Oui, ben non, en fait, c'est ça. Je veux dire, puis les flics, quand ils se rencontrent, ils parlent de quoi? Ils parlent d'histoire de flics, hein, voilà, tout simplement. Juillet 97 jusqu'à courant 98, plus de 9 mois, on a suivi une tranche de vie du grand banditisme. C'est véritablement, on avait tout, parce qu'ils parlaient de leurs affaires en cours, de leurs projets, puis ils en avaient 50. Donc ça va être à nous de petit à petit déterminer les activités de chacun, et surtout de s'attacher à un projet pour pas partir dans tous les sens. Autre personnage très important dans ce dossier, et qui gravite autour des tontons en Espagne, c'est le nommé Tournesol, un Français qui est installé là-bas et qui joue un peu le rôle de VRP de l'équipe, et notamment pour tout ce qui est Amérique du Sud. Début de l'été 97, on comprend que Tournesol est parti au pays des chapeaux. On imagine le Mexique, et c'est là qu'il envoie Tournesol au Mexique rencontrer ses propres contacts à lui. Et donc, à partir de là, on va s'atteler à essayer de suivre au plus près les voyages de Tournesol, et puis ce projet dont ils ne vont pas cesser de parler sur les lignes. Écoute téléphonique d'une conversation entre Antoine Cossu et Jean-Claude Kella. Ouais, j'ai vu notre ami, il est rentré là. Bon, ben, il n'y a que des bonnes choses. On va démarrer dans pas longtemps. Bon, ben, c'est très bien. Il a dit c'est folklorique là-bas. Les ceintures en or, les éperons en or et tout. Ouais, pour de bon. Et les calibres en or, avec les crosses dentées pour les mecs qui ont décharpé. Enfin, des trucs de dingue, ouais. Des crosses en or et tout. Il y en a un qui est mort de chez eux. Ouais, il paraît, ouais. Il m'a amené l'article là. T'as lu un peu? Ouais. Il lui a pris le crise, il s'est fait refaire le visage là. Il était rentré en clinique pour se refaire le teston là. Et il est mort d'un accident cardiaque. À partir de cette conversation où il part d'un article paru dans la presse concernant ce qu'on imagine être le Mexique, de notre côté, on a cherché cet article et on l'a trouvé dans l'hebdomadaire Le Point. Et effectivement, à cette même époque est paru un article sur les cartels de la drogue au Mexique, et le fameux bonhomme là qui est mort d'un accident cardiaque en se faisant refaire une chirurgie esthétique, on l'a identifié, c'était effectivement un des barons de la drogue du cartel de Juarez. Bien sûr, le langage, quand ils font un peu des rapports, des points sur la situation entre eux, ils ne parlent pas, bien sûr, de façon très claire. Alors, ils parlent de pantalons, principalement, alors des cuisiniers, donc des blancs, des treillis qui sont verts.
petit à petit, on va en avoir la confirmation, que ces fameux pantalons blancs, les pantalons blancs, ça va être de la cocaïne, et les pantalons verts, ça pourrait être de la marijuana. Passé les premiers contacts, on comprend par les écoutes téléphoniques que la marchandise est en route. Elle est partie du Mexique, elle va arriver en Espagne. Nous en France, à l'époque, on n'est pas placé en Espagne. On se dit, une fois qu'elle est sur le sol européen, on va pouvoir intervenir, essayer de la prendre, parce que pour quand même asseoir un dossier de trafic de stupéfiants, la meilleure des preuves, c'est de trouver le produit stupéfiant. Et là, malheureusement, on a eu, au cours de l'automne 97, une coupure dans les écoutes téléphoniques. Pourtant, on avait les codes, mais bon, une coupure d'une quinzaine de jours. Et il s'est trouvé que c'est à ce moment-là où la marchandise était arrivée en Espagne, qu'elle a été reconditionnée pour être transportée par camion à travers la France. On l'a su quelques temps après. Et quand on reprend les écoutes téléphoniques au mois de novembre 97, une fois qu'on a retrouvé les bons numéros, la marchandise, à notre grande surprise, elle est déjà aux Pays-Bas. Voilà. Alors effectivement, grosse déception de notre part. On a raté la marchandise. Mais bon, on se dit qu'ils avaient des contacts avec le Brésil, qu'ils avaient des contacts avec le Maroc. Donc on s'est dit, on les a ratés là. C'est vrai que c'est un raté, oui. Mais on perd pas espoir. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Félix Ségère et réalisé par Félix Ségère et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.